Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on entame un voyage vraiment au cœur de nos sources. Oui, un voyage qu'on aborde avec un esprit grand ouvert, je dirais. Exactement. Porté par une voix douce, on va plonger dans les mécaniques intimes, les mécaniques profondes de l'amour, du bonheur et de la connexion humaine. C'est un sujet tellement vaste. Absolument. Parce que quiconque nous écoute en ce moment a probablement déjà ressenti au moins une fois cette soif viscérale de comprendre ce qui nous lie véritablement les uns aux autres. Au-delà des simples apparences, bien sûr. Voilà, au-delà de la surface. Et pour nourrir cette réflexion, on a rassemblé un corpus de sources absolument remarquables. On va parler de la psychologie analytique fascinante de Carl Jung. Une référence incontournable. Tout à fait. Mais aussi des stratégies très perspicaces de Robert Greene sur la dynamique du pouvoir et de la séduction. Et on y mêlera la sagesse intemporelle de grands philosophes comme Aristote et Søren Kierkegaard. C'est une véritable tapisserie de la pensée humaine qu'on va dérouler aujourd'hui. Je suis ravie de m'y plonger avec vous. Quelle est, au fond, la mission de notre analyse aujourd'hui ? Eh bien, notre objectif pour cette analyse détaillée, c'est d'aller bien au-delà des clichés romantiques habituels. C'est qui sature notre culture, en fait. C'est ça. Ces idées préconçues qu'on voit partout. Il s'agit vraiment de comprendre les fondations mêmes de nos élans affectifs. Pourquoi nous aimons, comment nous pouvons cultiver un bonheur qui perdure face aux tempêtes inévitables de la vie. Et il y en a toujours des tempêtes. Absolument. Et surtout, notre but est de décrypter ces signaux invisibles de notre inconscient, ceux qui dictent secrètement la dynamique de nos relations. C'est une quête de sens à travers les âges, une volonté de déchiffrer le code source de l'attachement humain. C'est magnifiquement dit. Et je pense que cette quête résonne avec une urgence toute particulière aujourd'hui. Vous pensez à notre rapport à la technologie ? Oui, en grande partie. À l'ère des applications de rencontres, du balayage infini sur les écrans, ce fameux swiping, et de la gratification instantanée. Tout va très vite, trop vite. Exactement. Comprendre ces mécanismes intérieurs n'est plus un simple exercice intellectuel ou une curiosité académique, c'est devenu un outil de transformation vitale pour l'esprit humain. C'est une nécessité presque. Voilà. Pour quiconque cherche un sens véritable et une profondeur authentique, il devient indispensable de ralentir, de s'arrêter pour observer ces dynamiques. Ce qui est fascinant ici, c'est que la littérature et la philosophie tentent de résoudre cette énigme depuis des millénaires, avec des fulgurances incroyables. Oui, des éclairs de génie. Tout à fait. Mais nos sources modernes nous offrent des grilles de lecture pratiques pour naviguer concrètement dans ces eaux complexes au quotidien. La sagesse ancienne trouve vraiment une résonance directe dans nos neurosciences et notre psychologie contemporaine. Ok, décortiquons un peu tout ça. Commençons par aborder ce mythe persistant du bonheur constant. Ah, la tyrannie, la positivité. C'est exactement ça. En parcourant nos sources, et particulièrement la brillante interview du philosophe Johnny Thompson, une idée forte émerge. Notre conception moderne du bonheur est non seulement faussée, mais elle est potentiellement destructrice. Elle crée des attentes irréalistes. Totalement. La société actuelle tend à vendre l'idée que le bonheur devrait être un sourire permanent, une suite ininterrompue d'expériences positives. Ce qui est physiologiquement et psychologiquement impossible. Voilà. Notre audience connaît probablement déjà cette distinction classique établie par les Grecs anciens entre l'hédonia et l'eudaimonia. Oui, l'hédonia étant ce plaisir simple et éphémère. C'est ça. L'hédonia, c'est savourer un repas étoilé, passer une soirée arrosée et joyeuse avec des amis, ou même juste ressentir le confort immédiat d'un thé chaud un soir d'hiver. C'est merveilleux. Mais c'est fugace, ça s'évapore. L'eudaimonia, en revanche, qui relève de l'épanouissement profond, demande une toute autre architecture intérieure. Et cette distinction pose vraiment les bases de toute compréhension psychologique saine. Pour illustrer l'immense futilité d'une vie consacrée exclusivement à la poursuite de l'hédonia, nos sources mentionnent une analogie issue du bouddhisme. Une analogie très visuelle, si je me souviens bien. Très frappante, oui. C'est l'analogie du jeu de la taupe, ou le fameux whack-a-mole dans la culture anglo-saxonne qu'on trouve dans les fêtes foraines. Où l'on tape sur des petites têtes avec un maillet. Exactement. Imaginons l'esprit humain face à ses envies. Chaque jour, des millions de désirs, petits ou grands, surgissent. Dès qu'une de ces envies est satisfaite, dès qu'une taupe est frappée et disparaît, une autre surgit instantanément ailleurs. Et on recommence à taper. Sans fin. Croire que l'on peut atteindre un état de plénitude en satisfaisant frénétiquement tous ses désirs est une pure illusion. C'est une course épuisante, un cycle sans fin qui engendre l'anxiété plutôt que la paix. C'est un engrenage.
Et la littérature illustre ce vertige du désir insatiable avec une précision chirurgicale. Vous pensez à Kierkegaard? Absolument. Le philosophe danois Søren Kierkegaard, dans le Journal du séducteur, met en scène ce drame à travers le personnage de Johannes. Un personnage fascinant? Johannes est l'archétype de l'esthète absolu. C'est un homme qui a érigé la quête du plaisir immédiat en art de vivre suprême. On pourrait le comparer à un vampire profondément ennuyé dans ses vieux contes gothiques. L'immortalité comme fardeau. Exactement. Il a vécu d'innombrables années, il a tout goûté, tout expérimenté, tout consommé. Il ne lui reste plus aucune surprise. Le résultat de cette accumulation d'expériences hédonistes n'est donc pas la joie. Pas du tout. C'est une insatisfaction existentielle abyssale. Un vide intérieur que rien ne peut combler. C'est un miroir troublant de la fatigue que l'on observe parfois aujourd'hui chez ceux qui épuisent les catalogues virtuels de rencontres romantiques, glissant d'un visage à l'autre sans jamais s'arrêter. Le swiping infini dont vous parliez plus tôt, face à ce vertige et à ce vide, la philosophie classique et orientale propose une synthèse apaisante. Nos sources la déclinent en 3 grands piliers fondamentaux pour structurer un bonheur véritable. Quels sont ces piliers ? Le premier pilier exige de dissocier définitivement le bonheur du simple confort. Le daimonia intègre la friction, l'effort et la difficulté. L'idée qu'on a besoin de résistance pour grandir ? Tout à fait. Prenons l'exemple de l'éducation des enfants. Sur le moment, au quotidien, c'est une succession de nuits blanches, de doutes profonds et de sacrifices personnels. La gratification immédiate y est souvent totalement absente. Exactement. Pourtant, dans la continuité de l'existence, c'est perçu par beaucoup comme la source d'un bonheur suprême, précisément parce que cette difficulté donne un sens profond à la vie. C'est magnifique. Le deuxième pilier vient équilibrer nos élans, et c'est la notion de modération. Nos sources s'appuient notamment sur le taoïsme et son concept fondamental du yin et du yang. Cette fameuse voie du milieu. Voilà, l'idée de reconnaître que l'existence n'est pas censée être une lumière aveuglante et constante. Ce n'est pas un projecteur braqué sur nous en permanence. C'est une danse. C'est une danse perpétuelle entre l'ombre et la lumière, entre les périodes d'abondance et les moments de privation ou de tristesse. Accepter ce rythme naturel, plutôt que de lutter pour maintenir un état extatique artificiel, apporte une sérénité immense. Et l'acceptation de cette dualité mène naturellement au troisième pilier, celui qui affirme que le bonheur durable est en réalité un état émergent de la bonté. Un état émergent, c'est-à-dire qu'il survient comme une conséquence et non comme un but direct. Précisément, il devient impossible de se sentir profondément heureux de manière isolée, sans cultiver des vertus tournées vers le monde extérieur. L'altruisme, la gentillesse, le sens de la justice, la sagesse. Et une forme d'humilité. Oui, une humilité intellectuelle et existentielle. Ce sont les prérequis de cet état de grâce. Faire le bien autour de soi n'est pas simplement un impératif moral rigide, c'est l'architecture même de la paix intérieure. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette idée d'ouverture aux autres, de bonté et d'attention, nous amène à repenser complètement des concepts que l'on croyait cyniques. Vous faites allusion à la séduction. Oui, surtout quand on plonge dans l'œuvre de Robert Greene concernant l'art de la séduction. Le terme même de séduction traîne derrière lui une réputation sulfureuse. On l'associe presque automatiquement à une manipulation froide, calculée, machiavélique. Un jeu de dupes. Exactement. Cependant, la lecture attentive de nos sources invite à une redéfinition radicale de ce concept. La séduction, une fois dépouillée de ses artifices toxiques, est décrite comme un rituel d'accouplement très ancien et, paradoxalement, comme une haute forme d'empathie. C'est contre-intuitif, mais très profond. N'est-ce pas ? Le grand séducteur, selon Greene, est fondamentalement outer-directed, c'est-à-dire totalement orienté vers l'extérieur. Il ne se regarde pas le nombril. C'est ça. Au lieu d'être paralysé par un monologue intérieur anxieux sur sa propre apparence ou sa performance, il absorbe l'esprit de l'autre avec la porosité d'une éponge. Il offre une attention si totale, si indivisible, qu'elle devient irrésistiblement magnétique. Cette redéfinition de l'attention change effectivement la donne. Elle permet de disséquer la différence fondamentale, et souvent très mal comprise, entre l'insécurité et la vulnérabilité. C'est une nuance cruciale. Majeure. L'insécurité repousse parce qu'elle demeure un mécanisme profondément égocentrique. Une personne dominée par ses insécurités est enfermée en elle-même. Elle cherche constamment la validation. Et cette recherche incessante draine l'énergie vitale de toute interaction. La vulnérabilité, en revanche, possède une dynamique diamétralement opposée.
Son étymologie latine, vulnus, qui signifie la blessure, est très révélatrice. Montrer sa blessure? Oui, montrer une faille authentique n'est pas une faiblesse. C'est une invitation silencieuse adressée à l'autre pour qu'il pénètre dans notre monde intérieur. C'est dire « Voici où je suis humain, venez me rejoindre ». C'est tellement beau. La perfection revendiquée crée un mur de verre. Une personne qui s'efforce de projeter une image lisse, invincible et sans le moindre défaut suscite au fond de la méfiance, voire de l'effroi. On ne peut pas se connecter à une surface lisse. Impossible. C'est l'aspérité, la reconnaissance douce de notre condition humaine partagée et de nos fragilités qui tissent le fil de la véritable connexion humaine. Et nos sources contiennent un témoignage bouleversant sur cette vérité. L'histoire personnelle de Robert Greene. Oui, l'homme qui a passé sa vie entière à théoriser le pouvoir, le contrôle, la maîtrise de soi, a partagé publiquement l'expérience de son accident vasculaire cérébral massif survenu en 2018. Avant cet événement, il incarnait l'indépendance intellectuelle et physique totale. Et ce retournement du destin est d'une profondeur inouïe. En un instant, le côté gauche de son corps s'est retrouvé complètement paralysé. Une perte brutale de souveraineté physique. Total. Cette incapacité soudaine à accomplir les gestes les plus élémentaires sans assistance l'a plongé dans une dépendance extrême. Pour un expert mondial des dynamiques de pouvoir, l'ironie aurait pu être absolument destructrice. Elle aurait pu le rendre amer. Mais l'observation clinique de cette période, à travers ses propres mots, montre que cette tragédie ne l'a pas brisée. Elle a agi comme une alchimiste. Elle lui a inculqué une empathie viscérale, presque cellulaire, pour la fragilité inhérente à l'être humain. Le récit s'attarde d'ailleurs sur des détails d'une simplicité poignante. Greene explique qu'aujourd'hui, le simple fait d'observer depuis sa fenêtre un inconnu en train de promener son chien dans la rue le submerge d'une vague de gratitude pure. La beauté de l'ordinaire. Voilà, il perçoit désormais la grâce extraordinaire qui réside dans la liberté de mouvement. Une liberté qu'il considérait autrefois comme totalement acquise. Comme nous tous. Oui, cette épreuve démontre de manière éclatante comment le passage par la douleur, l'acceptation de nos blessures et de nos pertes de contrôle forge une présence au monde infiniment plus authentique et ancrée dans l'humilité. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on comprend que c'est exactement cette humilité qui crée le terreau nécessaire à l'amour durable, bien loin des rapports de force initiaux. Mais ce n'est pas si simple en pratique, n'est-ce pas? Non, car même avec cette humilité, d'immenses obstacles psychologiques demeurent. C'est ce qu'explorent les travaux de The School of Life mentionnés dans nos sources. Ils s'attaquent à un paradoxe très répandu dans les relations intimes. Le problème avec la logique. Exactement. Pourquoi l'usage exclusif de la rationalité, cette logique pure que notre société valorise tant, dans le monde professionnel se transforme-t-elle souvent en un poison toxique au sein du couple? Cette question résonne avec l'expérience de tant de personnes. Lors d'un conflit émotionnel intense, l'approche froide et clinique d'un partenaire excessivement rationnel a souvent le pouvoir de rendre l'autre littéralement fou de rage. C'est exaspérant. Nos sources proposent une image brillante pour expliquer ce phénomène. C'est l'analogie du vertige. Imaginons une personne terrifiée, sujette à un vertige paralysant, qui se trouve contrainte de se tenir sur un balcon en haute altitude. Le vent souffle, le vide est en bas. Ses mains tremblent, sa respiration se bloque, elle est en panique totale. La dynamique qui suit est cruciale. Si, à cet instant de panique absolue, une personne rationnelle s'approche et commence à exposer avec le plus grand calme les principes de la résistance des matériaux. En détaillant la solidité de l'acier forgé. Voilà, et la profondeur des fondations en béton armé de l'immeuble. L'effet produit sera désastreux. L'explication, bien que factuellement irréprochable, ne calmera pas l'angoisse d'un millimètre. Ça pourrait même l'empirer. Pire encore, oui. Elle générera un sentiment d'isolement profond chez la personne terrorisée. La raison en est très simple. L'angoisse ne cherche pas à ingérer des données factuelles. L'angoisse réclame d'urgence un ancrage émotionnel, un réconfort humain. Dans le théâtre de l'intimité, déployer une logique froide face à la détresse de l'autre est perçu, avec une grande justesse, comme une impatience déguisée. C'est un refus de s'engager. C'est un refus catégorique de descendre dans l'arène de la vulnérabilité pour partager le fardeau émotionnel. Cette analyse éclaire brillamment la raison pour laquelle nos sources martèlent que l'amour ne se résume pas à un élan spontané. Ce n'est pas juste un sentiment passif qui nous submergerait de nulle part. L'amour se pratique, c'est un verbe d'action. Oui, c'est une compétence de haut niveau, une discipline presque martiale, un art délicat. Pratiquer cet art requiert un outillage psychologique sophistiqué. Il faut d'abord la charité.
Non pas au sens financier, bien sûr. Non, cette charité de l'âme capable de pardonner les défauts innombrables et répétitifs de l'autre. Ensuite, il faut de l'imagination. Ça, c'est fondamental. L'imagination est vitale lors d'une dispute. C'est la capacité mentale à visualiser l'enfant effrayé ou la douleur secrète qui se cache derrière une crise de colère ou une remarque cruelle. C'est refuser de s'arrêter à la surface agressive du comportement. Et l'intégration de la gentillesse et du pardon complète cet arsenal indispensable. Le grand psychanalyste Erich Fromm, dans ses écrits de référence, souligne que la capacité à aimer exige une discipline de fer, une patience inépuisable. Et un travail sur soi colossal. Par-dessus tout, un effort constant pour déconstruire notre propre narcissisme naturel. La philosophe Simone de Beauvoir enrichit magnifiquement cette vision en affirmant que l'amour authentique, une fois dépouillé de ses illusions juvéniles, devrait prendre la forme d'une immense et profonde amitié. Une amitié d'égal à égal. Il est impératif d'esquiver le piège mortel du romantisme traditionnel, qui voudrait que l'on fasse de son partenaire l'unique source de sens de son existence. Le mythe de l'âme sœur qui vient nous sauver. C'est ça. L'amour sain n'est jamais une fusion destructrice qui annihile l'individualité. C'est l'alliance volontaire de deux libertés distinctes qui décident de cheminer côte à côte. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement lorsqu'il est question de la rencontre initiale? Comment notre psychisme opère-t-il cette sélection mystérieuse qui nous pousse irrésistiblement vers une personne plutôt qu'une autre? Le mystère de l'attirance. C'est ici que l'exploration des tréfonds de l'âme humaine, guidée par Carl Jung, prend une ampleur vertigineuse. Jung avance une hypothèse qui bouscule toutes nos certitudes. Lors des premiers instants d'une passion amoureuse, nous ne tombons pas réellement amoureux de l'autre dans sa réalité objective. Nous tombons amoureux d'une image. Ce qui se produit, c'est un phénomène d'écho. Nous projetons sur cette personne des fragments inconscients de notre propre psyché. Il nomme cela l'anima, qui représente la composante féminine inconsciente dans le psychisme masculin, et l'animus, la composante masculine inconsciente dans le psychisme féminin. L'autre devient un miroir. Oui, l'être aimé agit alors comme une toile vierge, un sublime écran de projection sur lequel viennent danser les désirs enfouis et les potentiels non réalisés de notre propre âme. Ce mécanisme de projection complexe s'articule intimement avec ce que les psychologues analytiques nomment l'archétype de l'amant. Qu'est-ce que c'est exactement? Cet archétype est une force primordiale. Il est mu par un appétit dévorant pour l'esthétique, la fusion émotionnelle et l'expression pure de la force vitale. L'amant ne se contente pas des romances superficielles ou des arrangements de complaisance. Il veut brûler? Il exige d'expérimenter la passion de l'existence dans toute son incandescence. L'empreinte de cet archétype est d'ailleurs fulgurante dans l'histoire de l'art et de la littérature. Si l'on contemple la vie et l'œuvre de l'artiste mexicaine Frida Kahlo, on observe cette dynamique à son paroxysme. Une vie marquée par la douleur et la passion. Elle n'a pas simplement subi les trahisons amoureuses et la souffrance d'un corps fracassé par un terrible accident, elle a transmuté cette matière brute et sanglante, utilisant sa douleur existentielle comme pigment pour peindre des toiles d'une puissance immortelle. Elle a sublimé sa souffrance. De la même manière, lorsque l'on lit les vers du grand poète persan Rumi, il est évident que son mysticisme transcende la simple relation interpersonnelle. Ces mots traduisent une soif inextinguible d'union avec le divin, une célébration extatique de l'amour comme force cosmique. L'amant vit le monde sans aucun filtre anesthésiant. Cela soulève une question importante, peut-être la plus cruciale de notre exploration, concernant la véritable nature du lien engagé. C'est-à-dire? Si l'amour mobilise des énergies archétypales d'une telle profondeur, il devient évident qu'il n'a pas pour vocation première de nous apporter le confort ou la tranquillité béate que l'on espère souvent de façon un peu naïve. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Bien au contraire. L'intimité profonde agit comme un révélateur photographique. Elle réveille ce que Jung appelle l'ombre, ou the shadow en anglais. Les parties sombres de nous-mêmes. L'ombre regroupe l'ensemble des traits de personnalité, des désirs inavouables, des peurs archaïques et des insécurités que notre ego conscient refuse d'accepter et refoule dans l'obscurité. Ce qu'on cache au monde? Et à soi-même. Contrairement au mythe populaire, une véritable âme sœur n'est pas un partenaire docile qui vient panser nos blessures et conforter nos illusions de perfection. Une âme sœur est un catalyseur puissant. Un miroir qui dérange? Jung concevait la relation de couple comme le creuset privilégié de l'individuation. L'individuation, pour ceux qui nous écoutent, on peut la définir comment?
Pour l'expliquer simplement, c'est ce long processus psychologique par lequel un être humain intègre toutes ses contradictions, y compris son ombre, pour devenir véritablement entier et singulier. L'amour transforme radicalement, parce qu'il nous force à regarder nos propres failles en pleine lumière. On ne peut plus se cacher. Et on reconnaît cet amour authentique, non pas à l'absence de conflit, mais au fait que, malgré la rudesse de la confrontation avec soi-même, il génère de l'énergie vitale au lieu d'épuiser l'esprit. Il propulse inlassablement vers la maturité émotionnelle. C'est un magnifique chemin de croissance. Et sur ce chemin ardu de la maturité et de la conscience, la toile de la réalité semble parfois s'animer pour nous offrir des indices fascinants. C'est vrai, l'univers semble parfois conspirer. Les sources que nous étudions intègrent le concept très mystérieux des synchronicités. Ce sont ces coïncidences temporelles qui sont si lourdement chargées de sens personnel qu'elles pulvérisent les lois statistiques de la simple probabilité. On a tous vécu ça un jour. Se trouver à un endroit inattendu et y faire la rencontre exacte qui bouleverse la trajectoire d'une vie. Ressentir cette impression troublante que le temps suspend son cours. Ce ne sont pas des anomalies aléatoires, ce sont des synchronicités. Jung a beaucoup écrit là-dessus. Qu'il s'agisse de suites numériques qui se répètent avec insistance dans notre champ de vision, ou de concours de circonstances hautement improbables, ces événements agissent comme des balises. Ils suggèrent que l'univers n'est pas un assemblage mécanique aveugle, mais un immense réseau de sens. Un réseau subtilement entrelacé avec les mouvements de notre propre conscience. La clé de voûte de cette théorie des synchronicités réside dans l'attitude que nous adoptons face à ces phénomènes. Il faut être attentif. Oui, il semblerait que l'univers récompense la mise en mouvement. Prendre conscience de ces signes est la première étape, mais l'essentiel réside dans l'action qui s'ensuit. Ne pas rester passif. Choisir d'ignorer ces murmures, par peur ou par cynisme, équivaut à ériger un barrage contre le courant naturel de notre propre évolution psychologique. À l'inverse, faire preuve d'audace, ajuster ses choix en fonction de ces résonances mystérieuses, c'est ouvrir grand les portes à des champs de possibilités inédits. C'est accepter de participer activement en tant que co-créateur à la vaste et complexe chorégraphie de l'existence. C'est une danse magnifique. Quelle perspective inspirante pour appréhender le monde qui nous entoure. Alors que nous rassemblons les multiples fils de cette vaste tapisserie philosophique et psychologique, il est temps de tisser une synthèse apaisante des grandes leçons que ces sources d'exception offrent à notre esprit. Des leçons essentielles pour notre temps. L'attente d'un bonheur résilient, cette fameuse eudaimonia, requiert le courage d'embrasser la modération, de cultiver activement la vertu et de reconnaître les inévitables douleurs de la vie comme de puissants moteurs de croissance personnelle. Et concernant la séduction, on a vu qu'elle se délaisse de tout artifice manipulateur. Oui, pour devenir une attention pure, bienveillante et inconditionnellement tournée vers l'altérité. Enfin, l'amour, dépouillé de la mièvrerie des contes de fées, se révèle être une discipline exigeante. Une discipline qui réclame une vulnérabilité audacieuse, une patience tissée de fils d'acier. Et la bravoure inouïe de descendre affronter sa propre ombre. L'amour n'est décidément pas un simple frisson physiologique transitoire. C'est le travail laborieux, parfois douloureux, mais infiniment sublime, par lequel l'âme se sculpte pour atteindre sa plénitude. Je suis convaincu que l'intégration profonde de ces connaissances provoque un véritable basculement de paradigme. C'est l'ensemble de nos interactions avec le tissu du monde qui s'en trouve transmuté. La perception entière change. L'horizon ultime de cette quête intérieure se déplace. Il ne s'agit absolument plus de scruter le monde avec anxiété pour trouver une hypothétique moitié manquante qui viendrait magiquement combler nos béances affectives. On abandonne ce mythe du sauveur. Le but devient infiniment plus noble. Il s'agit de se forger patiemment, de devenir soi-même un être entier, un écosystème autonome, lucide et pacifié. C'est seulement depuis cette position d'intégrité que l'on peut choisir, de manière délibérée et souveraine, d'unir sa trajectoire à celle d'un autre être tout aussi entier. C'est le passage majestueux d'un amour dicté par la famine affective à un amour rayonnant d'abondance. Cette évolution de la psyché est d'une puissance libératrice extraordinaire. C'est le cheminement de toute une vie. Et pour laisser l'esprit humain vagabonder et poursuivre cette méditation bien au-delà de la résonance de nos voix, voici une réflexion ultime, puisée dans la substance même de l'œuvre magistrale de Carl Jung, qui flotte dans l'air comme une note suspendue. Je vous écoute.
Si la personne que nous chérissons avec le plus de ferveur, celle qui a le pouvoir de faire trembler l'édifice de nos certitudes, n'est dans les premiers feux de la passion qu'un miroir sophistiqué reflétant les profondeurs inexplorées de notre propre inconscient, une perspective fascinante se dessine. Que se passe-t-il dans notre vie lorsque nous parvenons enfin, après un long travail intérieur, à aimer de façon totale, inconditionnelle et absolue notre propre reflet, en y incluant la noirceur de nos zones d'ombre? Ce besoin souvent désespéré de s'agripper à l'autre, cette angoisse dévorante de l'abandon et de la séparation, finissent-ils par s'évaporer pour laisser émerger la forme la plus pure, la plus spacieuse et la plus noble de l'amour? Une fréquence d'amour qui renonce à toute idée de possession, de contrôle ou de besoin, et qui, dans son immensité bienveillante, ne fait plus rien d'autre que libérer.